Bonjour à tous et bienvenue. Le président américain Joe Biden organisera un sommet États-Unis-Afrique du 13 au 15 décembre prochain. Annoncé en juillet dernier, cet événement réunira à Washington les dirigeants africains et le président de la première puissance du monde. Décryptage dans Ça fait l'actualité. Quels sont les enjeux du prochain sommet États-Unis-Afrique? Élément de réponse avec Davis Oyo. Washington aux couleurs africaines du 13 au 15 décembre 2022, à l'occasion du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Le sommet va montrer l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et souligner l'importance des relations entre Washington et le continent africain. Il s'agira également de parler, entre autres, d'une coopération plus étroite sur les priorités mondiales communes. Le sommet va donc s'appuyer sur les valeurs communes pour promouvoir davantage un nouvel engagement économique, démocratique et des droits humains. L'idée, atténuer l'impact de la Covid-19 et des futures pandémies, déclare le président américain Joe Biden. Le 46e président américain ajoute que cette collaboration vise à améliorer la santé régionale et mondiale, à promouvoir la sécurité alimentaire, à faire progresser la paix et la sécurité. La démarche consiste à apporter une réponse à la crise climatique et à accroître les liens avec la diaspora. Le président américain est heureux de travailler avec le gouvernement africain, la société civile, les communautés de la diaspora aux États-Unis et le secteur privé. Objectif, continuer à renforcer la vision commune et l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Pour les spécialistes africains chargés des relations internationales, cette rencontre internationale vient pour mettre en exergue le nouveau paradigme de l'engagement américain dans tous les secteurs d'activité sur le continent africain, avec à la clé des milliards de dollars au bénéfice de l'Afrique. Du 13 au 15 décembre, le président Joe Biden sera l'hôte du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Ce sommet est un rendez-vous très attendu sur la scène internationale puisqu'il s'agit de la première puissance mondiale qui organisera sa réunion avec le continent africain après la multiplication des sommets de ce genre par plusieurs autres pays, notamment la France, la Chine ou encore la Russie. Alors, quelle sera la particularité de ce sommet et quel est l'état des relations entre la première puissance et le continent africain? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, M. Richard Bell. Excellence, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Alors, Washington se prépare, on imagine, activement à recevoir les dirigeants du continent africain pendant 3 jours. Qu'est-ce qui est prévu au programme de ce sommet? Alors, il va y avoir un grand nombre de rencontres, y compris non seulement entre les chefs d'État et de gouvernement, parce que qui dit sommet dit rencontre au plus haut niveau, mais je sais que les délégations africaines comprendront bien des ministres. Du côté américain, il y aura la vice-présidente aux côtés du président Biden, il y aura le secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères, et bien d'autres officiels de haut rang. Et il y aura une participation du secteur privé, donc pour parler de possibilités de renforcer les contacts économiques et commerciaux. Il y aura des activités avec la société civile, la jeunesse, les femmes qui sont tout de même la moitié de la population, n'est-ce pas? Et la diaspora africaine présente aux États-Unis? Absolument, parce que de plus en plus, nous aussi, nous reconnaissons, comme vous le faites ici en Côte d'Ivoire, que la diaspora est un atout de taille. Alors tous les pays seront invités à l'exception de ceux qui ont été suspendus par l'Union africaine, ceux que les États-Unis ne reconnaissent pas et ceux avec lesquels les États-Unis n'échangent pas d'ambassadeurs. Pourquoi avoir posé ces 3 conditions? Eh bien parce que c'est inclusif comme ça et ça respecte la politique africaine. L'Union africaine est l'organisation continentale des pays africains. Et si l'Union africaine a décidé de suspendre un membre, c'est qu'il y a des raisons. Mais on a des cas qui sont un peu mitigés, puisque l'Union africaine reconnaît certains États, le Sahara occidental, et le sommet UA-Afrique a reçu... Union européenne, pardon, a reçu les Polisario et pas vous. Est-ce que ces conditions sont cumulatives? C'est-à-dire que vous dites par rapport à l'Union africaine, mais là, ce cas-là, qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi le choix de ne pas les inclure? Les États-Unis ne reconnaissent aucun pays souverain comme celui-là, et les Nations Unies non plus. Donc, nous sommes tout de même fidèles à notre propre politique,
mais nous avons la volonté d'être inclusifs. Il y a peut-être des militants de la société civile qui pourraient se plaindre que nous avons invité certains États avec lesquels ils ne sont pas contents. Mais la volonté de l'administration Biden, c'est d'être inclusif et en même temps très respectueux de la perspective africaine. Alors, combien de chefs d'État sont attendus ou de délégations? La société civile africaine sera-t-elle aussi représentée, ainsi que la sphère économique? Oui, comme j'ai dit, il y aura des événements avec la société civile, avec le secteur privé, et le chiffre que j'ai vu, c'est 49. Délégations? 49 pays. 49 pays, des chefs d'État ou des représentants ou des chefs de gouvernement? C'est un sommet, donc en principe, les chefs d'État, ou pour un pays où le chef du gouvernement a le vrai pouvoir politique et le chef de l'État joue un rôle seulement cérémonial, ce serait plutôt le chef du gouvernement qui serait présent. Pour revenir sur ce qu'on disait précédemment, parce qu'on sait que vous avez des relations particulières avec l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a été reçu par le président Joe Biden, mais cette question, justement, du Sahara occidental, est-ce que vous ne craignez pas un boycott de deux pays? On pense à l'Algérie et à l'Afrique du Sud. Nous espérons que non, puisque nous avons des relations à part entière avec les deux pays que vous venez de citer, et que nous ne cherchons pas du tout à faire la polémique, mais nous sommes fidèles tout de même à notre propre politique, qui est celle des Nations Unies d'ailleurs. Alors, le dernier sommet USA-Afrique s'est tenu en 2014, c'était sous l'ère Barack Obama. Ça fait déjà 8 ans quand même. Et sous Donald Trump, on a l'impression que l'Afrique a été reléguée au second plan. Pourquoi ce regain d'intérêt de l'Amérique pour le continent africain? Alors, l'administration Biden reconnaît que l'Afrique joue et va jouer un rôle stratégique important dans les affaires mondiales. La forte croissance démographique, c'est-à-dire que la population est en train d'augmenter rapidement, fait que si les choses continuent comme ça, d'ici 2050, le quart de la population de la planète Terre sera africain. Et c'est une population donc jeune, avec tout le dynamisme, la créativité, l'ambition que l'on trouve chez les jeunes. Il y a bien sûr des ressources stratégiques en Afrique qu'il convient de mettre au service de l'humanité de façon responsable, écologique, respectueuse de la souveraineté des pays. Et puis, il y a le fait politique que l'Afrique, c'est beaucoup de pays souverains et donc beaucoup de voix, beaucoup de votes dans les instances multilatérales. Et nous vivons l'ère la plus multilatérale que le monde ait jamais connue, avec la création des Nations Unies et la décolonisation, qui fait que c'est presque le monde entier qui fait partie maintenant des Nations Unies. Et ce n'est pas un hasard que les Nations Unies ont leur siège à New York, aux États-Unis. Le pays que je représente, les États-Unis d'Amérique, a joué un rôle énorme dans la création du système mondial actuel basé sur des règles qui favorisent les pays plus pauvres, plus faibles, plus petits, parce que tous les pays souverains sont en principe égaux, et ça, c'est vraiment un acquis pour toute l'humanité. Vous parlez des Nations Unies, mais je rappelle qu'ils ont quand même accepté, lors de la dernière Assemblée générale, de recevoir des pays qui ont eu des coups d'État, contrairement au sommet États-Unis-Afrique. Mais restons sur notre sujet. On a assisté à la tournée africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken cet été, qui coïncidait avec le déplacement, on va dire, du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Ce sommet intervient en pleine tension avec la Russie, qui réalise d'importantes avancées diplomatiques en Afrique. Est-ce pour contrer les Russes que ce sommet a été décidé, envisagé? Nos relations avec l'Afrique sont pour l'Afrique et pour nous. Ce n'est pas pour contrer un pays tiers. Il est vrai que nous avons des rivaux sur la scène internationale qui ont des ambitions que nous considérons contraires à l'intérêt commun de l'humanité, parce que nous pensons fermement que la situation de l'ordre mondial actuel basé sur des règles est l'ordre le plus équitable que la planète ait jamais connu. Il n'y a jamais eu de période aussi multilatérale que le présent.
Et c'est formidable pour les pays les plus petits, les plus pauvres, les plus faibles, parce que quand il n'y a pas un système multilatéral de ce genre basé sur des règles, alors les forts font comme ils veulent et les faibles n'y peuvent rien. Donc, c'est vraiment dans l'intérêt commun de protéger ces acquis. Et donc, c'est un des intérêts, il y en a plusieurs, de cette rencontre de haut niveau, parce que nous voulons aussi, du côté américain, bien comprendre la réalité africaine, la perspective des leaders africains et comment ils voient notre rôle pour venir en appui à eux. Quand nous parlons de partenariat que nous faisons de plus en plus, c'est par contraste avec la vieille approche de bienfaiteur et d'assister. Non, dans un partenariat, les deux parties ont des responsabilités et doivent se respecter réciproquement et donc doivent s'écouter réciproquement. Et donc ce sera une belle occasion pour le président Biden et ses plus proches collaborateurs d'écouter les Africains et aussi de véhiculer des messages d'importance stratégique. Alors il y aura une part belle réservée au business lors de ce sommet. Et le commerce, l'aide et les investissements n'ont pas encore connu d'augmentation significative. L'aide est restée stable à environ 13 milliards de dollars par an. Mais les exportations américaines vers l'Afrique ont diminué au cours de cette dernière décennie et les importations se sont effondrées. L'US Africa Business Forum, qui sera donc en marge de ce sommet, va-t-il permettre d'inverser la tendance? C'est l'objectif. C'est l'espoir. Nous voulons qu'il y ait plus d'échanges commerciaux, plus d'investissements économiques. Évidemment, chez nous, le secteur privé prend ses propres décisions. Le gouvernement américain ne dit pas au secteur privé américain qu'est-ce qu'il doit faire, où est-ce qu'il doit aller investir. Et comme je le dis toujours, un investissement, c'est une dépense basée sur l'optimisme. Si on ne croit pas que l'avenir fournira un bon retour à cette dépense, on ne l'effectue pas. Il y a des dépenses qu'on effectue sachant que ce ne sont pas des investissements. Mais un investissement, c'est une dépense qui est censée rapporter. Et donc, on ne la fait que lorsqu'on croit en l'avenir. Toujours sur le plan économique, Washington est en perte de vitesse depuis plusieurs années face aux géants chinois, premier partenaire commercial du continent. Vous espérez prendre des marchés ou des parts de marché à la Chine? Attention, notre économie a progressé ces dernières années. L'économie chinoise a augmenté plus rapidement que la nôtre. Mais il faut comprendre que l'économie américaine a avancé ces dernières années et demeure très dynamique. Et il y a des facteurs inhérents à la réalité américaine qui donnent beaucoup de place à l'optimisme quant à la prospérité future des États-Unis. Les libertés que nous avons, l'état de droit qui est solidement implanté chez nous, la créativité de notre population, les mesures pour inciter les investissements et les prises de risques intelligents, risques réfléchis, mais pour justement investir dans des projets économiquement rentables qui vont rapporter gros. Ça, c'est dans l'ADN des Américains. Alors, au plus fort de la pandémie, le gouvernement américain a accompagné la lutte du continent contre les inégalités en matière de vaccins, en soutenant des dérogations au brevet qui auraient rendu légale la fabrication de versions génériques des vaccins. Mais l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon ont bloqué ces efforts. À quoi s'ajoutent des décennies de programmes et aides américaines pour lutter contre le VIH, SIDA? Pourquoi cet intérêt pour les questions de santé publique en Afrique? Merci beaucoup pour cette question. En fait, les États-Unis sont le premier partenaire de loin et depuis longtemps en matière de santé publique, et notamment en Afrique, où nous avons investi plus de 100 milliards de dollars dans le seul domaine de la santé publique ces 20 dernières années, dont plus de 1,7 milliard de dollars en Côte d'Ivoire dans le seul cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Et ça reflète la conviction américaine qui dépasse tout parti politique, que les êtres humains, chaque individu, ça c'est l'atout le plus précieux de tout pays. Et nous avons beaucoup de confiance en les capacités humaines, y compris en Afrique.
l'Afrique n'a pas à être une exception à cet égard. Et je suis fier de représenter un pays qui se concentre tellement sur améliorer la vie et même la survie de tellement d'êtres humains. Dans le seul cadre de la lutte contre le VIH-Sida, il y a 20 millions de personnes qui doivent leur vie à notre coopération depuis bientôt 20 ans. Et ce programme se poursuit. Absolument. Ça fera partie des questions posées lors du sommet ou pas? Enfin, là, je crois que vraisemblablement, la question tournera plutôt autour de la durabilité de ces programmes, parce que, regardons le cas de la Côte d'Ivoire, depuis 2004, les États-Unis financent le gros de la lutte contre le VIH-Sida dans ce pays. Aujourd'hui encore, les 2/3 du budget. À long terme, est-ce qu'on peut compter sur la volonté des contribuables américains de continuer à financer les 2/3 d'un programme comme ça dans un pays lointain? Je pense qu'il y a lieu de penser à une transition de responsabilité financière, mais aussi une transition de la structure du programme pour que ça soit moins coûteux, moins compliqué, un fardeau moins lourd sur les budgets. Parce que les compétences humaines existent, mais les budgets sont beaucoup plus modestes dans un pays qui a une économie qui fait son chemin, mais qui vient tout juste d'être promu de la catégorie faible revenu à la catégorie revenu moyen, tranche inférieure depuis 2020. Ça, c'est en fait un acquis pour la Côte d'Ivoire, une source de fierté, que votre pays a changé de catégorie dans la bonne direction. Mais il est encore dans une catégorie plutôt modeste et les besoins sont énormes et les défis sont multiples, surtout avec le triple problème qu'il y a dans le monde actuellement. Il y a le Covid, le changement climatique et puis le conflit. En Ukraine, oui. Bien évidemment. Vous parlez à l'instant de notre pays, la Côte d'Ivoire. Déjà, ça veut dire que quand on change de catégorie, les aides aussi diminuent. Quand on monte en standing, vous êtes en train de nous dire quelque part que les aides qu'on va percevoir des États-Unis seront moins importantes vu qu'on monte de grade? À la longue, quand un pays est plus prospère, il a besoin de moins d'aide. Hein, il peut régler ses propres factures plus qu'avant. Évidemment, déjà, la Côte d'Ivoire contribue beaucoup à son propre développement, c'est évident. Le secteur privé a des contributions énormes à apporter, mais dans la mesure où il s'agit d'investissements rentables, qui vont rapporter. Mais il n'y a pas un effet de punition quand on est promu. Hein? Non, il y a plutôt un effet encourageant quant aux perspectives d'investissement parce que le pays devient de plus en plus intéressant pour les investisseurs potentiels. Un autre sujet, on n'est pas sûr qu'il sera abordé lors de sommet, c'est l'aspect sécuritaire. Vous parlez des problématiques climatiques, des crises actuelles, mais il y a aussi une crise qui perdure, elle est d'ordre sécuritaire et elle touche notre continent, bien sûr, la zone sahélo-sahélienne et puis d'autres lieux, bien sûr, dans le monde. Ces questions seront-elles abordées parce que beaucoup de pays africains, notamment à l'occasion d'interviews que j'ai pu réaliser, réclament souvent l'aide militaire, un appui, un soutien de logistique ou financier des États-Unis. Qu'en est-il? Quand on voit tout l'effort fourni par les Américains, justement sur le théâtre d'opération ukrainien, est-ce possible d'envisager une aide de cette ampleur pour les États africains, notamment pour lutter contre le djihadisme au Sahel? Alors, la menace de l'extrémisme violent au Sahel est une menace réelle qui a déjà retenu l'attention des États-Unis. Nous collaborons déjà avec les pays souverains de la région pour renforcer leur capacité de se défendre. Et cette année, l'administration Biden a lancé une nouvelle stratégie de prévention des conflits et de promotion de la stabilité avec certains pays prioritaires, dont 5 pays
d'Afrique de l'Ouest côtière, des pays côtiers, Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin. En ce moment, la coopération avec la Guinée est un peu suspendue à cause du coup d'État, mais avec les autres pays, l'idée, c'est d'aller rapidement à un partenariat sur 10 ans pour renforcer les programmes de chaque pays souverain dans le respect de leur vision dans le domaine sécuritaire. Et là, vraiment, j'applaudis la vision ivoirienne. Je pense qu'elle est exactement la bonne. C'est qu'il ne faut pas voir ça simplement à travers la perspective militaire ou sécuritaire. Il faut une vue d'ensemble. La clé de la réussite à long terme, c'est que l'État jouisse du soutien de la population. Un État qui a le soutien de la population peut encaisser même des lourdes pertes et continuer à aller de l'avant. C'est ça qu'il faut. Et ça implique beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ça implique rendre beaucoup de services au public, que le public ressent. Donc le public sent qu'il y a une amélioration dans sa vie. Lutter contre la corruption, lutter contre les abus de pouvoir de tout genre. La bonne gouvernance, en fait. Tout ce qui est bonne gouvernance, tout ce qui est redevabilité. Et là, permettez-moi d'applaudir la perspective de l'État ivoirien qui dit que pour avoir le soutien de la population et la stabilité nécessaire pour encourager les investissements, il ne faut pas réprimer la dissidence et interdire toute critique et cacher les problèmes, parce que quand on cache les problèmes, on ne les résout pas. Au contraire, il faut renforcer le respect des libertés, y compris la liberté de dénoncer les abus, de signaler les problèmes, même si ça donne parfois une image un peu moins jolie de la situation, mais c'est une image plus honnête que des gens sincères qui veulent améliorer la situation accueilleront favorablement, parce que maintenant qu'ils savent qu'il y a un problème, ils peuvent le traiter. Alors, la supervision de la deuxième édition de l'US Africa Leader Summit à Washington, prévue donc pour la mi-décembre, a été confiée à la diplomate Dana Banks, Madame Afrique, hein, on l'appelle, de l'administration Biden. Quel est finalement l'avenir des relations entre l'Afrique et l'Amérique du Nord à l'issue de ce sommet? Quelle est la vision de votre pays pour notre continent? Alors, je crois que nous espérons, à la fin de ce sommet, avoir amélioré notre compréhension de la réalité africaine du point de vue des Africains, comment ils veulent que nous orientions notre coopération, que les leaders africains auront une meilleure compréhension de la perspective américaine, des enjeux au niveau mondial que j'ai mentionné tout à l'heure. Vous savez, je n'ai pas vraiment parlé jusque-là de l'impact de l'agression russe contre l'Ukraine. C'est vraiment dommage, parce que la Russie est un grand pays, son peuple est un grand peuple, le peuple russe a beaucoup souffert pendant très longtemps. Personne ne veut faire la guerre contre la Russie. Mais la Russie fait la guerre contre l'Ukraine, un pays slave, un pays voisin. Et parce que la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies avec droit de veto, les Nations Unies ne peuvent rien faire, parce que la Russie bloquerait tout avec son veto. C'est dire que les garde-fous de l'ère multilatérale ne fonctionnent plus dans ce cas, et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour les faibles, parce que les garde-fous protègent les faibles contre l'abus de pouvoir par les forts. Pendant des milliers d'années, les hommes forts se sont enrichis par la conquête et le pillage. Et il n'y avait pas de Nations Unies. Notamment les États-Unis. Il n'y avait pas de Nations Unies. Il y avait une tradition partout au monde, y compris en Afrique, de conquête. Et les conquérants s'enrichissaient aux dépens des conquis. Dernière question, vous avez parlé du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est la problématique qui obsède les États africains. À quand la participation d'un État africain à ce fameux Conseil des Nations Unies? Il y a toujours des pays africains membres. Non, mais un membre permanent. Mais justement, s'il y a un membre permanent, lequel? Vous voyez,
le principe de réforme de la composition du Conseil de sécurité est admis. Le monde a beaucoup changé depuis les années 1940, quand l'ONU a été formée. À cette époque-là, la plupart de l'Afrique n'était pas représentée directement parce que c'était des pays colonisés à l'époque. Ils n'étaient pas indépendants. Maintenant, beaucoup de choses ont changé. Le rapport de force, l'équilibre n'est pas ce qu'il était. Mais le problème, c'est pour changer la formule, il y a beaucoup de possibilités pour la nouvelle formule. Il faut que tout le monde se mette d'accord sur une possibilité. C'est ça qui rend ça difficile. Merci, Excellence. Ce sera le mot de la fin. Je suppose que vous y serez, ainsi que le chef de l'État, Alassane Ouattara. On vous souhaite un bon sommet et on espère que ça sera fructueux, aussi bien pour les continents africains et bien sûr pour les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. Nous avons les mêmes intérêts, là, c'est sûr. Mais non, moi, je n'y vais pas. Les ambassadeurs n'y vont pas. Mais nous sommes d'accord que nous voulons des résultats qui seront traduits au fil des mois et des années en résultats concrets sur le terrain en Afrique. Merci. Merci encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI.